Si vous voulez soutenir notre émission, vous pouvez faire comme Carotte, Todd, Chavon et El Pouillou et nous donner des sous sur Tipeee, ça nous fera plaisir. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui se fait des brochettes de cigales. Oh, qu'est-ce que c'est dur de se remettre de ce festival, ou en tout cas de faire semblant de s'en remettre, hein, n'est-ce pas les amis? Putain, c'est pas évident. Ah, Il est fatigué. mais c'était Fada. c'était une belle édition. Les souvenirs me reviendront d'ici quelques semaines, mais mais là, Le temps qu'on y aille, quoi. voilà. Bon, comme d'habitude, vous vous doutez, nous enregistrons nos émissions bien en avance. Nous ne sommes pas encore allés au Festival des Calanques et des Bulles en vrai, mais nous en revenons pour vous. Et une émission spéciale sur le festival, bien entendu, vous attendra comme tous les ans. Aujourd'hui, une émission un petit peu, on revient du festival, on est un peu crevé, donc le online, ça fait tellement longtemps que j'ai pas touché un ordinateur que qu'on oublie, quoi. Et puis bon, les crowdfunding, Thio, il a plus de sous, alors il préfère plus y aller, quoi. Faut demander à Monsieur Schmitt. Voilà, donc on oublie le online. Par contre, on vous promet des chroniques plutôt intéressantes. On va vous parler de America, de Ninantico, de Ingrid de la Jungle, de Richard Di Martino. Mais oui, vous savez, cet homme que nous avons interviewé pendant le festival. Interviewé. J'étais entre le interroger, je me suis dit que c'était un petit peu trop violent, tu vois. ça faisait sortir des trucs interrogés, donc interviewer, c'est mieux. Ensuite, nous allons parler de la superbe collection de chez Glénat sur les grandes batailles navales, avec Jutland, Trafalgar et Chesapeake. Et ensuite, l'atelier détective numéro 1. On poursuivra avec la BD des tipeurs, The Wicked and the Divine. The Wicked and Divine. Monsieur Oui. Pipier, est-ce que vous pourriez arrêter de tourner avec votre fauteuil parce que T'as entendu j'entends que je tourne? Non, c'est que j'entends que ça dans le micro. Ah, pardon, moi je l'entends pas, c'est bizarre. Et on enchaînera avec Shangri-La. Il était temps qu'on en parle. On terminera par un petit express. On va encore parler de Domas, mais bon, hein, vous commencez à avoir l'habitude, c'est toujours les mêmes, quoi. Les favoris. Au fait, je suis Pied et je suis accompagné de Thio, Hello. qui vient de tuer le micro. Ouh, comme ça fait rouge là sur les... Excuse-moi, c'est rouge. Ah ouais, c'était rouge là. C'était rouge. Et Tizak, voilà. Tu me passes le rouge sucré d'ailleurs, s'il te plaît. Le rouge sucré, mais bien sûr, je t'en prie, cher ami. Bon, bonsoir à tous, chers poditeurs. Et ben, on va pouvoir tout de suite commencer par les chroniques. Eh ben, il était temps. Ouais. Et donc, c'est moi qui commence. Et ouais, c'est ça. Eh ouais, Et c'est d'un coup- exactement. et d'un coup, tu dis il était temps, mais t'es pas Et prêt, il c'est était ça? temps, mais en fait, je suis pas non plus super prêt. Alors, on va commencer avec America de Nina Antico. Alors Nina, j'aimerais bien qu'on interroge, pas qu'on interviewe, un de ces quatre, puisqu'apparemment c'est quand même une auteure locale, on va dire ça comme ça. Elle nous présente dans cette BD. Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de finir le coca, alors il nous fait un gros doigt. Ah ok. Ça, c'est comme ça. C'est ça qui va. Donc, dans cette BD America, elle nous présente un personnage qui pourrait être plus ou moins autobiographique, qui vient de se faire larguer, qui est un petit peu en dépression. Bon, ceci étant dit, elle vit à Paris. Je cherche le rapport, mais oui. Et ça lui pète. Elle décide de partir se faire un petit road trip aux États-Unis. Donc elle prend son avion, pouf, elle débarque à New York, et puis ensuite elle va se faire la traversée des États-Unis, elle va aller faire un petit tour à Los Angeles, etc. Entre coloc et Airbnb. C'est ça, et donc elle erre entre la culture américaine de Monsieur Madame Tout le Monde, les différences avec On est en train de perdre Thio. les rapports humains C'est dur, hein, français, c'est les dur, rapports hein. humains aux États-Unis. Des codes différents, des modes de fonctionnement différents, des approches différentes. Elle essaye quand même de trouver une relation, voilà, intime mais temporaire.
Ouais, cherche un coup d'un soir, quoi. Ouais, mais ça peut être deux, mais tout en ayant une attitude un peu, quand même, je suis in love, mais pas trop. Des fuck friends en fait. Des fuck friends, mais des fuck friends où il faut quand même que ce soit un minimum sincère, même si c'est que pour un soir. Et puis voilà, donc elle retrouve des copines sur place, elle se fait un petit road trip, et donc on a un petit des petits rappels comme ça aux grands classiques du genre avec et bien sûr c'est là que j'ai oublié les noms puisque j'ai pas accès à mon ordinateur aujourd'hui, donc je n'ai pas Sailor et Lula. Je crois que c'est un running gag ton ordinateur. Bah ouais, mais écoute, c'est comme ça. Thelma et Louise. Thelma et Louise, Sailor et Lula, et puis d'autres trucs du même genre. Des petites blagounettes sympathiques au passage, des petites remarques entre copines qui sont assez truculentes. Donc voilà, moi j'ai plutôt bien aimé. Les couleurs sont noir, blanc, flashy, jaune, rouge. C'est assez pop. J'aime bien. L'histoire se suit, mais la chronologie des événements est pas du tout linéaire. Il y a des sautes d'une journée, de nombreuses heures, et puis après il y a des moments qui sont un petit peu plus longs. Ça fait vraiment un petit peu carnet de voyage. Donc parfois il y a des moments qui sautent, voilà, d'une page à l'autre, sans dire que c'est comme un boulet bill avec des gags en une planche, mais on bascule à un autre épisode, à un autre moment dans le voyage, mais on sait pas précisément si c'est un jour après, 3 jours après, 5 jours après, une semaine après. Voilà, le seul truc, le running gag qui traîne tout le long, c'est les petites bestioles, les puces de lit, où apparemment les Américains sont très inquiets par rapport à ce phénomène, bien plus que Mathieu nous fait une pub de la Redoute ou des Trois Suisses, faut qu'on fasse un peu éculé. Non, mais je pense qu'il faut qu'on filme, faut qu'on filme un moment parce que on a des gags visuels que nous fait Thio, c'est pas possible. Il faut qu'on fasse un live filmé, quoi. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que ce petit bouquin est très plaisant à lire, un peu comme un carnet de voyage, mais qui sert de thérapie à notre héroïne. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, c'est plutôt bien raconté. Le côté thérapie est aussi mis en avant avec, le côté thérapie de la rupture est aussi mis en avant avec chaque chapitre qui raconte un court passage se termine par une planche sur un flashback sur sa relation passée. Et qui donc fait avancer aussi le fil rouge de son histoire personnelle. Voilà. Thio. Écoute, je vais avoir du mal à partager l'enthousiasme de mon partenaire d'en face. Moi, j'ai eu du mal avec le road trip. Il y a des moments qui m'ont fait sourire. J'ai des trucs fun, mais dans l'ensemble, ça m'a pas non plus. Le dessin m'a pas dérangé. C'est efficace, c'est simple. Mais la narration, je me suis un peu fait chier en fait. Après, je vais pas faire un twist. Il n'y a pas de twist final, un truc de ouf à la fin, mais la dernière page, en fait, je pense, donne l'explication à tout le bouquin. Oui. Mais le problème, c'est que pour moi, c'est un peu comme une citation. Et à la fin du bouquin, je me suis dit, ouais, la citation, ok, elle est cool, quoi, mais est-ce que tu as besoin de faire tout ça avant ? J'ai eu du mal déjà à rentrer dedans, et la fin, si tu veux, ne m'a pas non plus fait d'un coup voyager ou autre chose. Donc non, j'ai pas vraiment kiffé, quoi. Je suis un peu de ton point de vue. Moi, j'aime bien le dessin. Je trouve que ce côté pop, ce côté assez dessin, acidulé marche très bien avec le propos. Le dessin ne m'a vraiment pas posé de soucis. Comme je dis, c'est ok pour moi, quoi. J'aime beaucoup les dialogues, c'est très bien écrit, ça sonne très vrai, mais il y a un côté très bobo de gauche, tu vois, le côté complètement. Voilà, qui me fait dire on va se faire refoulé ou pas. Ouais, je sais pas. Tu sais, on va se faire un truc nouvelle vague. Ouais, il y a un côté petit nouvelle vague. Voilà, en fait la nouvelle vague. Le problème, c'est que moi, les seuls films de nouvelle vague qu'on a voulu me faire voir, c'est les films chiants de Godard et pas les sympas. Parce qu'il paraît qu'il y en a des sympas, mais je les ai pas vus. Mais il y en a des chiants. Alors ça, je peux vous le dire, il y en a des chiants. Tu les aimes, mes jambes ? Oh, putain, non. Ça y est, j'ai une musique dans la tête. Tu fais chier. Et donc, voilà. Et tu m'aimes comment ? Je pense que c'est clairement le bouquin qui peut trouver son public, mais pas moi, quoi. Vu, en fait. Le mépris. Il a été tourné dans des studios magnifiques. Les images sont superbes, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes. Mais c'est très intéressant. C'est contemplatif, les enfants. Ouais. Et il y a Brigitte Bardot à poil. À l'époque où c'était intéressant.
À l'époque où c'était un disque. Oui, alors Parce que aujourd'hui, on aujourd'hui, pourrait refaire dans la catégorie animalière, Granny. éventuellement. Granny, Les Granny Awards. mais granité même. Hein. Et le générique de fin est complètement dit à la bouche par Godard. Le Mépris est un film de Jean-Luc Godard avec Brigitte Bardot. Enfin, tu t'emmerdes, quoi. Je brille même jusqu'au générique. Mais bon, c'est pas le propos. On parlait d'American Identico. Oui, je trouve que c'est un bouquin qui est intéressant, mais qui est pas pour moi, quoi. Ça a pas du tout, c'est bien fait, mais c'est tellement pas mon genre de trip que voilà. Je l'ai lu, j'ai fait, waouh, ça doit être le genre de trip de Thierry. Et voilà. Ouais, j'ai bien aimé. Voilà, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment bien aimé. C'est très sympa à lire, c'est très agréable. Voilà, donc clairement, vous le recommanderiez à part à Thierry, tu connais des gens à qui ça pourrait plaire Non, tu fréquentes pas ce milieu. Tu vois, tu connais pas assez de Bobo Gauche. Voilà, c'est ça. Non, mais écoute, désolé. Non, clairement, non. Ouais, je pourrais le prêter à tous mes potes qui ont fait des études d'audiovisuel avec moi, qui se disaient oh, comme c'est intelligent ce que je viens de voir. Mais c'était chiant. Ah oui, mais comme c'est intelligent. Voilà. Non, voilà, c'est bien raconté, c'est bien dessiné. Feuilletez-le. Je crois que j'ai été beaucoup moins quoi. trash que Pied, quoi. Ah ouais, non, mais Pied, il en. Mais je crois que j'ai été involontairement trash parce que globalement, ça reste un bouquin bien foutu. Mais oui. Ingrid de la jungle. Mais pourquoi les bouquins sont pas dans l'ordre, dans la pile? Mais comment est-ce que je peux le trouver? Mais c'est n'importe quoi. Je crois que c'est parce qu'il y a un mec qui les a ramenés au dernier moment de son étage. Ouais, il y a 3 heures, quoi. Ingrid de la jungle est une bande dessinée locale, on peut le dire, écrit par, je crois que c'est Serge Scotto, Eric Stoffel et Richard Di Martino. Attention, est-ce que je me suis pas planté sur les prénoms? Miracle. Et non, les prénoms ne sont pas écrits. Et colorisé par, Julien Loïs, avec des remerciements, genre avec Bruno Bessadi. Parce que Richard a fait appel un peu aux collègues pour certaines dessins. Bref, Ingrid de la jungle, c'est un bouquin parodique qui nous raconte les aventures d'une certaine Ingrid Pétancourt d'ailleurs, qui essaye de s'échapper du camp où elle est retenue prisonnière, et des interventions des hommes d'État qui essayent de faire ce qu'ils peuvent pour la faire revenir, dont, alors j'ai oublié les noms qu'ils leur ont donnés. Parce que alors du coup tous les hommes politiques, tous les intervenants, les FARC, etc., tout ce beau petit monde se retrouve affublé de sobriquets détournés. Voilà. Donc on a Dominique, on a Nicolas, tout le monde est là. Ils sont là. On a douce blabla, etc. On est vraiment dans la BD fluide glacial politique, c'est-à-dire on est dans de l'humour un peu gras, voire parfois franchement gras. Très gras. On est dans du gag non-stop, ça ne s'arrête pas, de la caricature, de la critique. Graphiquement, ça tient la route, tu reconnais tout de suite les personnages qui sont critiqués. C'est très dynamique, ça marche bien. Enfin, moi, je trouve que c'est le trait de Richard Di Martino, très franco-belge, clairement. J'ai difficilement d'autres expressions à donner. Maintenant, c'est une BD très, 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 très dans son époque. C'est-à-dire que l'histoire elle est vieille déjà en fait maintenant, et l'humour marche moins, je pense. Je pense que c'est une BD qui était un petit peu opportuniste par rapport à l'époque où elle est sortie. Pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais quand tu fais du gag politique, du gag d'actu. Voilà, du gag d'actu. Je sais pas combien d'années après, mais 5 ans après, c'est mort. Bref, ça marche bien, mais je pense qu'on l'a lu trop tard. Voilà. Quelque chose à rajouter, Tizak? Thio. Mais moi, je tiens quand même à féliciter Richard parce qu'il a eu la gentillesse, je trouve, de retranscrire Liliane Bettencourt beaucoup plus belle qu'elle l'était à cette époque-là, en fait. Oui, c'est vrai. Parce que je crois que déjà, elle devait avoir dans les 75 ans et honnêtement, elle est vachement bien conservée pour L'Oréal. Oui. Mais bon. Ceci étant dit, Ingrid est sacrément mieux aussi en dessin que ce qu'elle ne l'est en vérité. Ah oui, ils l'ont fait plutôt très bien foutu. Et bon, voilà. Alors, moi, ce qui m'a dérangé, c'est le côté gratuit.
Gras gratuit. Gras gras gratuit. gratuit. Le gras, quoi. Le inutile. Voilà. Donc Les carottes dans le cul des lapins pour le plaisir. Ben, c'est-à-dire, voilà. Moi, C'est ça. franchement, les deux premières planches où Ingrid se fait brouter par une chèvre, Non. s'il te plaît. Non. Voilà. Les deux premières planches où Ingrid se fait brouter par une chèvre et où un poulet se fait sodomiser par une carotte tenue par un soldat FARC, enfin farce pour le coup, mais alors totalement gratuitement, c'est-à-dire que le pauvre poulet ne sert à rien dans l'histoire. Oui, mais il Pas revient plus tard. Pas plus que le soldat. Oui, mais il a toujours mal au cul. Voilà, moi ça m'a mis dans des dispositions un peu particulières pour la lecture de la suite de. C'est ça, est-ce que de ça a la ouvert BD, tes quoi. chakras? Et parce qu'il Voilà. voulait farcir le poulet, c'est tout. C'est ça. Oh. Ingrid Betancourt qui se promène à poil dans le désert avec un poncho, puis sans poncho. Voilà, il y a des choses au milieu qu'on sait pas trop bien positionner. Est-ce qu'on est dans le gras, le à poil, le machin gratuitement? Mais alors du coup, pourquoi parler d'Ingrid Betancourt? Ou est-ce qu'on va parler d'Ingrid Betancourt? Mais alors du coup, voilà. Bah, J'avoue que le propos ne m'a pas fondamentalement accroché et parfois même un peu dérouté ou déçu ou je sais pas quoi. On reste dans un humour fluide, un peu potache. Ouais, mais Voilà, ça colle très très bien à l'ambiance, quoi, à la volonté. Maintenant, effectivement, c'est un peu léger, quoi. Voilà. C'est une BD d'actu à offrir. Après, voilà, le boulot est fait, le dessin est sympa, la mise en page est sympa. Il y a du boulot, quoi. Mais après, l'histoire racontée en elle-même m'a franchement pas transcendé 5 secondes, quoi. Thio, quelque chose Je crois que vous en avez tout dit. Ok, bon, mais alors, Ingrid de la Jungle, aux éditions Fluide Glacial, par Scotto, Stoffel, Di Martino et Loïs à la couleur. On peut passer à la suite. Et je vais vous parler donc d'une nouvelle série qui paraît chez Glénat, qui sont les grandes batailles navales. Donc dessinées par Jean-Yves Delitte. Pas tous d'ailleurs, hein, mais. Pour les 2 ou 3 qu'on a, oui. Ah oui, il me semblait qu'il y en avait un que c'était pas lui. C'est celui qu'on n'a pas là. C'est celui que t'as perdu. C'est ça, c'est Ouais. celui que tu as perdu. Donc pour l'instant, il y a 3 tomes donc, qui sont sortis donc, dans ces grandes batailles navales. On a le Jutland, on a la bataille de Chesapeake et Trafalgar. On va pas vous resituer historiquement les batailles une par une, même si... Wikipédia est votre ami, si vous voulez. Ouais, mais il y en a qui sont super intéressantes quand même. Vas-y. Non, d'accord. Alors, on va faire une sorte de chronique globale de ces 3 tomes. Graphiquement, les bateaux, la mer, Jean-Yves Delitte, ça déchire. Et Denis Béchu pour Trafalgar. Voilà. Franchement, c'est beau. C'est beau. Moi, je me suis régalé sur les bateaux. Ah oui, non, le dessin, tout Le ce qui est dessin. marin, tout ce qui est marin. Tout ce qui est marin, c'est top. Les personnages, ça Moins. pique parfois. Je suis pas toujours fan de ce qu'on peut faire avec, mais après, voilà, je crois que là, sur cet avis-là, vous êtes à peu près tous d'accord. Ouais, je te rejoins toujours. Moi, de Delis, de toute façon, on en a déjà parlé un peu Complètement. de reprise. J'ai toujours eu du mal avec ces personnages que je trouve un peu figés, en fait. Alors que ces bateaux, il y a tellement de mouvements, tu sens les tensions dans la voilure, tu sens c'est chaque corde est à sa place, enfin chaque bout est à sa place. Oula, Je dis pas corde. voilà. Si, les 2 cordes qu'il y a sur le bateau. Toi, ton père peut te tuer pour Il y ça. a 2 cordes sur un bateau. La corde Celle de la cloche et la corde de rechange de la cloche. Voilà. Donc, Et celle pour te pendre, tu l'as pas prise? ah non mais c'est C'est celle de la corde, celle de la cloche justement que tu prends pour te pendre. Alors, Faut pas être grand quand même. faut avoir très envie de se pendre sur un bateau. Donc du coup, on a été C'est le man migraine. pas mal. Ah. Graphiquement, c'est splendide pour les bateaux. Pour les personnages, je suis un peu moins fan. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ces bouquins, c'est vraiment le côté historique. Et aussi, surtout, de citer des batailles qui sont Pas Pas- toujours ultra connu. pas toujours ultra connues, qui n'ont pas eu une importance, on va dire, fantastique ou transcendante lors des batailles. Si on prend par exemple la bataille du Jutland, c'est pendant donc la guerre de 14-18, la Navy qui donc a combattu l'armée allemande, enfin la marine allemande. C'est une bataille qui a quasiment été, on va dire, ils se Inutile. sont rencontrés une fois, ils se sont un petit peu mis sur la gueule et Ils ensuite ont pas fait exprès. ils n'ont pas fait exprès de se mettre sur la gueule. Et sur un coup de dé et un gros hasard, l'armée allemande a réussi à rentrer dans son port, ce qui fait que ça a amené à ensuite on reste chacun dans son port et on se regarde. Donc bon,
c'était pas forcément utile, mais en même temps, ça explique aussi une des grosses parties, on va dire, de la guerre de 14-18, avec le fait que la Navy était très occupée à justement garder la marine allemande, ses destroyers dans les ports, et donc n'a pas pu vraiment jouer un rôle sur la bataille de l'Atlantique avec les sous-marins, par exemple. Donc voilà, ceci explique cela, et donc ces côtés-là, je trouve que c'est intéressant de les avoir mis. Tu me montres... Oui, je te montrais ceux de dessin de Denis Béchu qui, je trouve justement, est un peu plus sympa sur les personnages. Ouais. Beaucoup plus sympa même, je trouve ça très efficace. Donc voilà, après votre avis à vous les gars? C'est très bavard. Il y a ça parle. Et de temps en temps, il y a une grande planche avec un bateau magnifique. C'est très à l'ancienne, quoi. Ouais, ou des hydravions aussi qui déchirent. C'est très à l'ancienne. Voilà, c'est ça c'est un peu le reproche. C'est-à-dire que c'est pas du tout dynamique. C'est un peu fatigant, quoi. Voilà. Moi, je suis pas fan de ce genre de narration, mais t'as des planches qui déchirent parce que, c'est un grand De Ligt est un grand dessinateur de la mer. D'un point de vue historique, c'est super intéressant, mais c'est un peu trop, j'ai envie de dire, pédagogique, tu vois ce que je veux dire, la façon de raconter, ce côté très, on va vous raconter le truc. Il n'y a pas ce petit angle de vue qui va être intéressant, qui va remettre plus en avant la bataille, je trouve, ou le sujet. Voilà. Voilà, vous avez à peu près tout dit, hein, les dessins et les couleurs sont vraiment très très belles, très très beaux pour les dessins. C'est très bien rendu. Du coup, on rentre quand même dans l'ambiance. Maintenant, effectivement, les discussions entre personnages, etc., n'apportent pas grand-chose. Et le dessin des personnages en eux-mêmes non plus. Du coup, on s'attache pas aux personnages, donc du coup, c'est un peu compliqué aussi de se capter par une trame un peu plus personnelle et un peu plus accrocheuse. On a une succession de faits historiques, une succession de faits de batailles, de guerres, mais on n'arrive pas à s'attacher à quelqu'un dans cette histoire-là qui peut nous faire un peu plus vibrer et que simplement une retranscription un peu froide d'événements de bataille. Ceci étant dit, ça reste très intéressant, c'est bien documenté en plus à la fin, donc il y a un intérêt historique malgré tout à tout ça. Voilà. Donc c'est du beau boulot, c'est du boulot documenté, mais il manque à mon sens quelque chose qui va faire l'accroche et qui va rendre le bouquin waouh. Voilà. On manque cet effet un peu waouh, un peu prenant. C'est de la BD historique à papa, quoi. C'est BD historique à papa. Ça c'est splendide, bravo. Ya papa. Voilà, ça peut faire un titre d'émission, tiens. Voilà, quelque chose d'autre à rajouter Non, après on pourrait rentrer dans des controverses, mais là ce serait purement historique. Voilà, on réinvitera Jérôme. Jérôme pour en parler. L'atelier détective ? Eh oui, l'atelier détective, tome 1 par Becca et Gwalek, qui s'intitule Les mystères de la nuit. Alors nous allons suivre trois enfants dans ce premier tome, on peut supposer pour la suite également, qui sont donc Isidore, Lola et Jules, qui, en tant que bons petits écoliers, ne font pas partie du club BD, tant pis pour eux, du club d'échecs, du club d'autres choses, du club sportif, du club de théâtre, ou je ne sais pas. Eux, ils ont décidé de monter l'atelier détective. Donc c'est leur petit hobby au sein de l'école. Donc bien évidemment, ils ont envie de mener des enquêtes, de découvrir le pourquoi du comment d'un mystère. Et tout est prétexte à ça. Ils sont armés de leur petite loupe, de leur petit carnet, etc. Avec chacun leur personnalité. Et donc, ils vont devoir faire preuve d'ingéniosité, de perspicacité, passer outre leur petite peur d'enfant pour résoudre ces mystères. Et donc, on a dans ce premier tome trois petites histoires. Une histoire de zombies, une histoire de T-Rex et une histoire de sorcière. Chacune de ces petites énigmes est plutôt bien mené, même si ça reste pour les enfants, donc on voit assez vite les ficelles et on voit vite où on veut en venir, mais c'est plutôt bien raconté. Et pour le coup, les personnages, contrairement
3 bouquins historiques à papa précédents. Là, les 3 petits personnages sont plutôt attachants et plutôt sympathiques. Donc voilà, c'est bien dessiné, c'est très mignon, c'est très enfantin. Les couleurs un peu gai pastel sont plutôt bien foutues. Voilà, ça reste assez classique somme toute, mais bien rendu, et je pense que ça peut vraiment plaire aux gamins. Thio. Bah écoute, moi j'ai passé un bon petit moment à le lire. Comme tu dis, les histoires sont très plaisantes. C'est dans le cas de jeunesse, mais c'est bien mené. Tu rentres bien, je trouve, dans les petites histoires. T'as un petit peu de, tu peux avoir le petit coup de stress et tu le fais, Ouais, tu fais bien. les petits côtés effrayants et présents. Non, voilà. Enfin, moi j'ai passé vraiment un bon moment, quoi. Alors moi je l'ai pas lu, mais présenté comme ça, j'ai l'impression que ça pourrait être le genre de bouquin où on peut essayer de trouver la solution soi-même. C'est le cas ou pas du tout? Les enquêtes sont trop simplistes. Alors pour un adulte, oui. Tu cherches pas. Tu trouves tout de suite. Oui, voilà. Enfin. Dès la présentation de l'énigme, tu sais ce qui se passe en fait. À peu près. Oui, grosso Voilà. modo, Mais bon, tu sais. mais non, je pense que ouais, La un sorcière, tu la vois arriver à 10 km. Un enfant, les zombies aussi. Les zombies, tu les vois arriver à 15 km. Il y a que pour le T-Rex où tu n'es pas tout à fait sûr. Parce que c'est quand même un poil plus capillotracté. Mais sinon, voilà, ça reste très lisible pour un adulte en termes d'énigmes. Mais du coup, pour un enfant, c'est le côté un peu effrayant, un peu suspense qui va prendre le dessus. C'est pas du tout le même cheminement intellectuel. Donc ça, et puis ils ont moins de références aussi. Donc c'est pour nous, ce sont des choses des ressorts qui ont déjà été vécus des dizaines de fois. Pour un jeune gamin, je pense que c'est bien foutu, c'est bien amené. Ok, bien. Merci pour cette chronique donc de l'atelier détective chez Bambou par Becca et Gouelec. La BD des tipeurs. On n'a pas de générique pour la BD des tipeurs ? Non, il faudrait que je fasse un truc. Ah, il nous faut un générique. Ouais. Tin, 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 tin. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Ils ont donné des sous, ils peuvent choisir. Tin, 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 tin. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Ouais, c'est trop bien, j'espère. Ok, merci pour le générique pourri, les gars, vraiment. Ouais, on est comme ça. Nous, on aime rendre service. The Wicked and the Divine, une bande dessinée de Gillian McKelvey et de Wilson Coles. C'est bon. Alors, déjà, je vais vous faire une petite révélation. Je viens de lire le 4e de couverture et je me rends compte que j'aurais dû le lire avant. Merde, d'habitude, c'est en théorie, il faut jamais le lire, quoi. Ouais, Sinon- mais j'aurais dû le lire avant parce que ça aurait éclairci beaucoup de choses. Ouais. Et c'est très très rare. Bien. Ouais. Venons un peu sur le pitch de cette bande dessinée. En gros, tous les 90 ans, des déités se réincarnent dans des personnalités très charismatiques qui en jettent, qui se font repérer et qui, les personnalités qu'ils ont actuellement, sont en gros des stars du show business. On retrouve très facilement des caricatures, clins d'œil à des stars connues. Rihanna, Elton John, Bowie, le des chanteur mélanges de aussi, Muse. des mélanges Bellamy. aussi, hein, Oui, des petits mix. différents trucs. Voilà, Katy Perry, etc. Donc, ils sont amusés un peu à recréer des sortes d'icônes. Les Daft Punk. Voilà, d'icônes. Et j'ai trouvé le pitch assez pas mal, de se dire que ouais, les dieux qui c'est étaient pas des mal. icônes sont Ouais. des icônes modernes, et donc les stars du show business. Sauf que tous les 90 ans, ils vont mourir, ils le savent, pour se réincarner. Et bien sûr, ils sont pas forcément tous d'accord avec cette idée-là, parce qu'ils aiment bien leur petite vie. Et on va suivre Lucie, Ouais. Lucifer, Ouais. qui est un homme ou une femme, on ne sait pas trop, qui ressemble beaucoup à Bowie. Beaucoup. On va pas se le cacher. Et qui vont surtout avoir un petit souci, c'est que normalement, ils doivent pas montrer leur pouvoir et se faire repérer. Sauf que, publiquement, quelqu'un meurt au moment où Lucifer claque des doigts en disant « Hey, je vais vous tuer ». Et c'est pas censé arriver. Lucifer est aussi surpris que les autres, et ça fout un peu la merde. Et à côté de ça, on se retrouve avec les témoins habituels, qui vont être la jeune fan qui va à un des concerts derrière, qui se retrouve
témoin de l'affaire et qui se retrouve en coulisses, en backstage du concert et qui a envie de s'impliquer. Qui a envie de s'impliquer. Et la journaliste, qui elle aimerait bien un peu comprendre toute cette histoire, comme ils se la pètent, on est des dieux, etc. Qui est très sceptique quand même. Voilà. Et donc on commence à suivre l'enquête au milieu de ces gens-là, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce mort qui est arrivé, qui s'avère être aussi une tentative de meurtre. On a essayé de tuer une de ces icônes, une de ces idoles. Est-ce que c'est un coup monté contre Lucifer ? Voilà. Est-ce que c'est Lucifer qui joue un double jeu ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre à qui profite le crime ? Telle est la question. C'est une idée que je trouve géniale, mais j'ai eu un mal fou à rentrer dedans. Pourquoi ? Parce que c'est pas clair. C'est pas clair du tout. C'est pas clair du tout. C'est-à-dire que là, je viens de lire le 4e de couverture et on m'explique. En fait, c'est un monde parallèle où cette histoire-là, ces stars, machin chose, c'est un peu admis qu'ils se disent tous, on est des icônes. Mais au début, tu te dis, c'est des stars normales. Non, c'est pas des stars normales. On est dans un monde où toutes ces stars-là disent, on est des dieux. Elles font partie du petit club des dieux. On fait partie du petit club des dieux qui sont toutes les stars. C'est comme. Elles le disent. Elles l'avouent. C'était pas clair pour moi au départ. N'empêche que ça reste une très bonne histoire, très bien menée, avec beaucoup de suspense. On a envie de savoir ce qui va se passer. On s'intéresse vraiment aux personnages. En plus, ils nous font quelques cliffhangers qui déchirent bien leur maman. Graphiquement, c'est vraiment très très bien mené. Ça en jette. On retrouve ce qui est difficile, c'est ça, c'est ce mélange d'icônes de la pop culture qu'ils ont réussi à mélanger pour faire un seul personnage. Et chacun va y voir la personne qui l'admire le plus, j'ai envie de dire. Toi, t'as vu Elton John, je l'ai pas vu Elton John, tu vois. Je sais même pas de quel personnage tu parles. Enfin voilà, donc moi j'ai trouvé ça sympathique, mais un peu brouillon au départ. Et je m'y suis vraiment... Moi j'ai des posters en 4x3 dans la chambre, quoi. C'est Sir Elton John. Et je me suis... Voilà, j'ai envie d'en apprendre plus, j'ai envie de connaître la suite, mais arriver à la fin du tome 1, pour avoir envie d'en apprendre plus et galérer un peu sur le début, de par cette narration un peu éclatée qui part dans tous les sens, et où ils avaient le personnage du truc classique, le personnage qui est débarqué, qui connaît pas le fonctionnement, etc., où ils auraient pu tout expliquer clairement, ils l'ont pas fait. C'était une facilité, scénaristiquement, de faire ça. Mais alors pourquoi utiliser ce personnage ? Tu découvres vers la suite pourquoi ils ont utilisé ce personnage de fan qui débarque au milieu. Ils avaient le journaliste qui aurait aussi découvrir le truc, en apprendre plus et nous expliquer les choses. Et non, ils ont fait scénaristiquement le choix de ne pas être clairs, pour éviter des ficelles, effectivement, qui sont un peu standards. Mais si ces ficelles-là sont beaucoup utilisées, c'est aussi parce que d'un point de vue de la clarté narrative, ça aide beaucoup. J'ose pas imaginer la lecture en fascicule à l'américaine, 22 planches par 22 planches. Je sais pas si je serais allé jusqu'au dernier, tu vois. Alors que maintenant, je veux connaître la suite. Ce que tu dis n'est pas faux. Contrairement à toi, je ne sais plus si j'avais lu le résumé ou la 4e de couve sur le net ou directement sur le bouquin. Mais avant de commencer la lecture, j'avais déjà lu la 4e de couve ou un équivalent. Et c'est ce qui m'a permis aussi de m'accrocher entre guillemets au démarrage pour essayer de reconstituer et de remettre un peu en place les pièces du puzzle, parce qu'effectivement c'est vraiment pas très clair, mais en fonction de comment sera mené le 2e tome, ça peut avoir aussi un intérêt que d'être un peu brouillon et d'être un peu dans la confusion sur ce 1er tome. Donc il faut voir si c'est une maladresse ou si c'est scénaristiquement utilisé pour la suite du récit. J'ose miser sur la 2e solution. Voilà, parce que vraiment c'est un univers qui est riche, un pitch de départ qui est super intéressant et qui finalement est plutôt bien mené dans ce 1er tome, avec des personnages qui sont hauts en couleur et qui ont tous une utilité et des caractéristiques qui valent le coup et qui ont un potentiel intéressant pour la suite de l'histoire. À ma décharge, il y a aussi un point qui fait que j'ai pas forcément tout suivi.
c'est que j'avoue que les stars pop contemporaines, je maîtrise pas vraiment, en fait. On s'en fout, c'est Voilà. c'est totalement secondaire d'une certaine façon. Ouais, mais j'ai pas C'est-à-dire repéré que forcément tous les clins d'œil, en fait. C'est à la fois secondaire parce qu'on s'en fout de reconnaître Matthew Bellamy, Rihanna ou je ne sais pas qui, Daft Punk. ou Daft Punk. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces déités ont besoin de reconnaissance. Aimez-moi. C'est ça. Ils ont besoin, à une certaine D'adorateurs. époque, d'avoir des sacrifices de moutons, des sacrifices humains ou d'autres choses, sacrifices de chèvres, de jeunes filles vierges, etc. Là, ils ont besoin de foule en délire, d'applaudissements, de reconnaissance, mais on en vient finalement aux mêmes choses. Donc, ce sont les dieux modernes ou les déesses modernes qui nous sont présentés ici sous la forme d'icônes de la pop culture. Chanteur en tête de ligne, et là pour le coup il n'y a pas d'acteur de cinéma ou ce genre de choses parce qu'il y a ce besoin de contact direct par les public. concerts avec le public. Ouais. Et Ils ont pu mettre des acteurs de théâtre, oui, mais ils ont pas assez de reconnaissance à l'époque ouais, moderne. voilà, pouf, voilà. Disons que je crois que je suis pas certain qu'on leur envoie de petites culottes, quoi. C'est ça. Ou alors il faut s'appeler Jean-Luc Mélenchon, quoi. On lui envoie des culottes Ouais, Dans l'hologramme. dans l'hologramme. dans ta gueule. Kyo, t'as pas beaucoup entendu. Bah oui, parce que vous avez monopolisé la parole. Et on continue à pas beaucoup t'entendre, je trouve. Et bah, disons que The Wicked and the Divine, j'ai été un peu... Ouais, tu es resté coincé sur le titre parce qu'il y a une partie qui est écrite à l'envers. Ouais, je sais. C'est après un petit moment. J'ai des mots qui viendraient, mais je vais Tu éviter peux de les l'envoyer dire à chier, l'antenne. vas-y. Non, j'ai été un peu déçu. Donc oui, bon, c'est la BD des tipeurs, donc du coup j'ai lu tous les pitchs. Il y avait beaucoup de choses qui étaient proposées, qui étaient vachement bien, et je me suis dit là le pitch me tentait bien, mais comme vous l'avez un petit peu dit, moi j'ai trouvé un petit côté un peu, le mot brouillon est peut-être un peu fort quoi, mais un peu de tarabiscoté, confus dans l'histoire, et ça m'a pas emballé quoi. Alors, j'avais pas lu le 4e de couve, mais en ayant lu plusieurs pitchs, j'avais déjà eu, on va dire, le 4e de couve en compréhension. Donc, ça m'a déjà quand même plus aidé que toi, Pied. Graphiquement, j'ai trouvé ça très péchu, c'est vraiment joli, mais narrativement, c'est un peu confus, ça m'a pas emballé des masses, quoi. Voilà. C'est pas une série que j'ai envie de continuer, clairement. Ah oui, carrément. Ouais, non, ça me tente pas plus que ça, clairement. Voilà. Moi, je suis un peu tenté. Je me dis qu'un deuxième tome pourra approfondir les incarnations précédentes. Tu vois, c'est quelque chose de... Et puis sur chaque chapitre, là, les symboles représentant chacune des divinités qui apparaissent petit à petit, etc. Enfin, il y a une petite recherche d'indices qui sont distillés gentiment petit à petit, et c'est voilà, je trouve que c'est prenant au niveau de l'intrigue, et même si effectivement on l'a dit et répété, il y a une forme de confusion, quand même c'est la curiosité est suffisamment attisée, suffisamment titillée pour qu'on ait envie d'aller plus loin. Je pense qu'il y a un univers en fait tellement riche que le scénariste a déjà bien en tête, qu'il a du mal à trouver la limite entre garder du mystère, révéler des choses, et que parfois il garde un peu trop de mystère, et que voilà, c'est un peu l'impression que ça m'a donné. Voilà, The Wicked and the Divine, la BD des tipeurs. Je vous rappelle que si vous nous donnez une certaine somme par épisode, vous pouvez... 250 000 euros. Non, ouais, mais en même pas. temps, une partie sera défiscalisée et reversée à François Fillon. Donc... Pas de politique, zéro, niet. Ah ouais, Carton jaune, encore une fois, tu sors ce truc. Ouais, non, On là, passe mal rouge, Tu dis ça parce que tu veux enfiler la marine, toi, c'est ça? Oh. Ah, tu as dit que t'étais pas bobo, alors je sais pas, je suppose que tu es de l'autre côté. Oui, donc à partir de 2 euros par émission... Attends, je parle argent, les mecs, un peu de sérieux. À partir de 2 euros par émission, on vous rend l'argent en achetant une BD que vous allez pouvoir nous proposer. Et tous les tipeurs vont pouvoir voter pour choisir la BD que nous allons lire. Vous avez même le droit de vous mettre d'accord pour nous forcer à lire une merde. C'est pas beau, la vie? Ouais, vous n'êtes pas obligé non plus. Hein, enfin, alors, ne vous sentez pas non plus obligé. Même si je n'ai pas apprécié The Wicked and the Divine, quasiment tout ce que proposent les tipeurs, c'est quand même... C'est du high level. C'est du high level. Parce que là, ça m'a pas convenu, mais clairement, quand j'ai lu les 3 pitchs des 3 BD qui ont été proposés,
c'était dur de choisir, quoi. Ah oui, non, mais je suis d'accord. J'avais vraiment du mal À aussi. chaque fois, les BD donnent envie, quand même. Bon, du coup, n'hésitez pas à reproposer les mêmes. Oui, vous pouvez reproposer les mêmes si vraiment vous y tenez. D'ailleurs, je pense que le prochain vote est en cours à l'heure actuelle. Oui. J'ai pas Voilà. reçu mon petit message. C'est normal, tu es dans le passé. Tu es dans le Tu es passé, un homme tu du n'es pas passé. encore dans le temps. Tu es un homme du passé, Isaac. Voilà. Shangri-La de Mathieu Bablé. Tiens, alors Et là... alors là, Il va falloir pitcher, mec. Ben, le pitch déjà, je dirais le pitch tient déjà, on va dire, juste dans l'ouvrage, quoi. On a 200 pages sur un 24-32, un petit dos Il a toilé, mesuré. une qualité de ouf, quoi. Je veux dire, et tout ça pour 20 €. Ouais. Label 619, ils se sont, je me suis pas trompé de numéro, ça 619, c'est ça. Ils sont Shankama, donc c'est- Shankama, ils sont un peu sortis les doigts pour proposer un ouvrage de qualité pas trop cher. C'est absolument splendide, clairement. Alors, pour vous faire un petit pitch c'est rapidement. même à se demander s'ils se sont pas plantés sur le prix, quoi. Autant c'est ça. Alors, déjà, juste le nom Shangri-La, qu'est-ce que c'est? Petite question comme ça. Là, dans les- Ah oui, Shangri-La, c'est en Inde. C'est une planète. Non. Au départ, Ah non, c'est le nom. Attends, y a pas le nom d'une lune? en fait, c'est un lieu dans un bouquin de James Hilton. Voilà, Tu vois, t'es allé chercher les références, je sens. En fait, non, parce que je l'avais déjà entendu lors d'un projet à la fac. Tu vois, comme quoi, même Ouais. aujourd'hui, on fait des trucs de littéraire. C'est une cité utopique, Shangri-La. Non, je fais ce que vous voulez, les gars. Non, Allez, mais il vous- tient son micro alors qu'il a un pied, il fait des trucs trop bizarres. Mais merde! Mes pieds, laisse-le avec son pied, quoi. Non, tu n'as plus le droit de la faire, ça. Donc Shangri-La, donc c'est un lieu mythique, un lieu de paix et d'amour. Voilà. En fait, c'est des rescapés dans un avion qui s'écrase, qui trouvent cette cité mythique au Tibet. Et donc nous, qu'est-ce que Shangri-La dans le livre de Mathieu Bablé? Shangri-La, oui, merci, c'est celui-là. Shangri-La donc est une station spatiale. Les humains ont dû quitter la Terre parce qu'elle est devenue invivable. Ils sont désormais pollué? trop pollués, exactement. Ils sont désormais donc dans une station spatiale dans laquelle donc ils doivent vivre avec une sorte d'habitation qui doit faire à peu près 1 mètre sur 2. La société Tianzhu, en fait, on va dire, elle tient totalement la vie des gens. C'est la méga corpo qui C'est gère la tout méga dans le- corporation, il n'y a même plus de gouvernement, hein. C'est la corporation qui fait tout. On est dans une société qui est vraiment consumériste et on a un énorme côté Big Brother, quoi, avec les gens qui sont toujours à l'affût de la dernière nouveauté de Tianzhu. Là, ça me faisait un peu penser à Apple, d'ailleurs. Oui, bah, c'était l'idée, hein, le Je petit pense de qu'il y a Typhon 7S. Ah Ah bon, tu crois que c'était vraiment ça? Et du coup, voilà, les gens qui sont vraiment fliqués pour tout. Il faut rester dans le moule, il faut avoir. Et cette société-là, Tianzhu, va justement essayer de jouer au dieu en essayant de recréer la vie sur un lointain satellite de Titan. Voilà. Pour faire simple, je peux pas faire par plus de speech parce qu'après, du coup, ça Ouais. devient un peu. On peut juste dire qu'on va suivre un personnage qui remplit des missions pour les dirigeants de Tianzhu, c'est-à-dire qu'il enquête sur des explosions mystérieuses qui ont lieu, d'antimatière. voilà, d'antimatière, et que par le biais de son frère, une bande de rebelles, et terroristes, hein, on va dire entre guillemets, même s'ils n'ont pas fait grand-chose au début, ce truc-là de la BD, essaye de le recruter, de le convaincre que il faudrait qu'il leur donne un coup de main. Et on peut aussi parler de l'ouverture de la BD. J'allais en parler Voilà. parce qu'elle est quand même super importante. Ouais, où on voit ce gars-là qui bosse pour la société, qui essaye d'être recruté, j'ai oublié son nom, mais voilà, qui est seul sur une planète, qui vit comme il peut et qui attend la fin du monde. Il attend la fin de cette planète. C'est En ça. fait, il attend pas la fin de cette planète, il attend la fin du soleil qui éclaire cette Voilà. planète, qui va donc se transformer en supernova. Et donc, il va assister à cette supernova en direct depuis la planète qui va donc exploser. Et la question, c'est comment est-ce qu'on arrive du « je bosse dans la société, je fais des études sur les planètes » à « je suis seul », voilà. Scénaristiquement, allez, on va commencer par le scénario, pour une fois. Moi, je dirais qu'il y a à peu près tout dedans. T'as de l'action, t'as de l'intrigue, t'as du complot. Il y a des batailles navales ? Va te faire. Mais, excuse-moi, j'ai failli directement passer à un point Godwin, mais c'est en 2 secondes, quoi. Donc t'as de l'intrigue, t'as de l'action, t'as du complot. Il y a de la SF.
Il y a de la SF. Du sentiment. On voit pas tant que ça. Si, il y a la un petit peu relation- d'apitoiement. ouais, un petit ouais. peu. La relation mais- fraternelle. Ouais, mais pas Avec les non. animaux. Les animaux, j'ai bien aimé. Ouais. Non, moi j'ai vraiment trouvé qu'il y avait tout, quoi. Alors après, voilà, la SF. Relation fraternelle. Souviens-toi qu'au tout début, à l'intro, il parle à son frère. Oui, non mais moi, j'ai trouvé voilà que c'était vraiment, il y avait tout. En plus, voilà, sur un gros bouquin comme ça, il y a quand même Puis une grosse critique de plein, la société. plein de pistes qui sont menées. Une très grosse critique de la société, ça c'est certain. Mais voilà, scénaristiquement, je trouvais ça exceptionnel. Voilà. Et puis, c'est bourré de rebondissements. Moi, ma question, c'est que, vu les rebondissements, comment ils sont situés dans le bouquin, j'ai l'impression qu'à la base, il avait prévu d'en faire 3. Et que l'éditeur lui dit banco, fais-toi plaisir. Donc après il a un peu réorganisé, c'est pas vraiment toutes les 46 planches qui se passe un truc de fou quoi. Mais on sent vraiment que c'est l'éditeur, donc c'est Run qui gère le label 619, qui lui dit bon écoute, fais un tome. Voilà, et je trouve que c'est couillu quand même de faire un seul tome, vu l'économie de la bande dessinée, puis de le sortir à si peu cher, etc. Il faut qu'il se paye l'auteur quoi. Faut qu'il mange ce monsieur. Bah écoute, en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment un bouquin absolument splendide. Au niveau du scénario, je me suis régalé. Au niveau du dessin, vous avez pensé quoi, les gars? Wow, le dessin. Il y a un petit côté un peu stylisé, un côté un peu géométrique dans les visages, dans les formes. Mais après, t'as un côté beaucoup de méca, un côté mécanique, un côté plein de petits détails. Le nombre de détails, ça me fait penser un peu à du Masamune Shirow. Donc on reparlera d'ailleurs vu qu'il est dans notre pile de Ghost in the Shell bientôt. Donc ça me fait penser un peu du Masamune Shirow dans les détails, en étant un peu moins bavard que du Shirow, et un côté ce côté un peu géométrique qui permet vraiment d'accentuer les émotions et le ressenti des personnages. Un choix de couleurs aussi qui va beaucoup jouer sur les ambiances. On sent qu'ils ont, quand ils sont dans la station, que des lumières artificielles. Les seuls moments où on a des couleurs qui pètent, c'est quand ils sont dans l'espace. Et puis on sent aussi que l'auteur s'est fait plaisir, il a mis des mechas, il a mis... Je veux dire, voilà, c'est plein de choses cool. Ouais, non, le dessin, moi j'adore, et la narration est superbe, quoi. C'est super bien raconté, c'est super bien mis en scène, c'est... Voilà, très très bien. Tizak, t'es en train de le relire? Tizak, il a adoré, il a lu en deux fois parce qu'en une fois j'ai pas eu le temps. C'est pas que je me suis arrêté parce que j'étais fatigué, mais c'est parce qu'il fallait que je fasse une stop pour faire autre chose. Non mais Tizak raconte sa vie. Non mais vas-y, alors du coup tu t'es arrêté pourquoi? Si j'avais pu, je l'aurais enchaîné d'une traite, alors que c'est quand même un petit pavé quoi. C'est extrêmement prenant, c'est extrêmement bien dessiné, le choix des couleurs, les grandes planches de dessin dans l'espace, comme le disait Thio, il y a de tout, il y a aussi bien des scènes d'action en tant qu'humain, entre humains et animaux, entre robots, dans les stations spatiales, il y a une intrigue de dingue, une critique de la société façon Big Brother, qui est bien posé, qui est clair, qui est pas exagéré, mais qui est là. Le propos dans de la SF est extrêmement crédible. Tout fonctionne de A à Z, tout est expliqué de A à Z. Il y a rien qui sort du chapeau comme un petit lapin de manière magique. Le TGCM n'existe pas. Et ils arrivent à nous surprendre quand même. Et ils arrivent malgré tout à nous surprendre. Pas ils, mais ils. C'est un travail exceptionnel, je trouve, qui a été fait dans ce bouquin, parce que tout est très bon. Je trouve qu'il n'y a pas de point faible dans ce bouquin. Le dessin, la narration, les choix de narration, de commencer justement par le frangin qui se retrouve seul au démarrage sur la planète. Tout est là. Voilà. Je ne sais pas combien de temps ça lui a pris pour la conception en amont de cette BD, mais tout est à sa place. Le choix des logos, le choix de la marque, les pubs.
les pubs, les petits trucs qu'on retrouve en coin dans certaines cases qui sont en fond, second plan, les bascules de discussion. Je suis en train de me rebeller. Ah tiens, il y a une super promo sur le dernier machin, du coup je vais l'acheter. Et c'est le propos qui est tenu, c'est-à-dire que l'homme a toujours eu besoin de se faire diriger et d'avoir une hiérarchie dans la société. Et un coup ça a été fait par la religion, un coup ça a été fait par la politique, un coup ça a été fait par la société consumériste. Et puis il y aura une révolution et puis on passera sur un autre mode de hiérarchisation. Mais il y aura toujours besoin de cette hiérarchisation. Alors justement, et c'est le propos qui est donné. Ce dont tu parles justement, c'est ce qui, pour avoir lu justement des critiques de pas mal de personnes sur le bouquin, soit on est de notre avis à peu près à tous les trois, soit on est justement sur l'avis c'est trop caricatural, ils y sont allés... T'as trouvé des mauvaises critiques, ouais? Ouais, j'ai trouvé des mauvaises critiques, mais justement toutes les mauvaises critiques vont tout dans le même sens, c'est le côté caricatural, la société consumériste, voilà, qui nous pend au nez, ok c'est bon, mais c'est clair, ça arrive avec des très gros sabots. Oui, mais... Je te donne les critiques des autres. Ouais, non, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est donné, mais pas comme une finalité. C'est que, de la même façon, à une certaine époque, c'était la religion qui prédominait et qui dirigeait la société majoritairement. Ensuite, ça a été la politique, avec les différentes guerres, de droite, de gauche, les différents régimes, si je parle que de la France, les X-républiques, les retours à la monarchie, etc. Enfin, dans notre histoire, c'est ce qui s'est passé. 5 seulement. Pardon ? X5. X5, oui, plus les monarchies au passage. 5 républiques. Voilà, plus l'empire au milieu, les empires. Voilà, bref, il y a quand même, c'était quand même la politique qui était au cœur des débats. Aujourd'hui, c'est effectivement la société de consommation qui mène le monde. Et clairement, les pays n'ont plus de souveraineté directe, ça passe forcément par les entreprises. Rendez-nous la prise de Jack. Rendez-nous la prise de Jack. Mais tu rigoles, mais il y a plus de monde sur la sortie d'un iPhone ou d'un Samsung que sur les meetings de certains futurs. Alors pas futurs, mais sur certains candidats aux élections présidentielles. Il y a un côté guignolesque de la politique, alors que c'est un événement quand un téléphone portable sort. On est sur des conceptions qui sont quand même un petit peu faussées au niveau des proportions. Bref, toujours est-il que du coup le propos qui est avancé reste somme toute assez crédible. C'est pour entraîner d'autres débats, il faudra qu'on en parle après. Mais bon, si tu veux. Mais comme ça a été, comme c'est dit aussi dans le bouquin, cette société consumériste-là n'est qu'une étape parmi l'histoire de l'humanité. Et il y aura un autre phénomène qui servira à contrôler l'ensemble de la population et l'ensemble des foules, parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne, quoi qu'on en dise, quel que soit notre désir d'émancipation et de liberté, la majorité de la population reste quand même sous une forme de fonctionnement globalisé, dirigé par, encore une fois, la religion, la politique, la société de consommation ou autre chose. C'était l'instant critique politique de Tizak. Merci, docteur. Non, sociologique. Sociologique, oui. Bref, ça reste une excellente BD. On en avait déjà parlé, chez les auteurs numériques, que je salue au passage, Mathieu Bablé avait publié John's Small Adventure, qui est une histoire courte qui se passe entre les pages 95 et 96. Ouais, ça, je trouve ça très drôle. L'histoire se passe entre la page 95 et la page 96. Voilà, oui, c'est comme ça qu'il commence. C'est pire que Rogue One. Ouais. Et franchement, l'histoire se lit indépendamment, si vous voulez vous faire une idée. Oh, le regard. C'est moche là ce que tu fais, parce que Rogue One était bon. C'est très très bien, et surtout, en plus, ce connard de Mathieu Bablé, il a une maîtrise de la narration Turbo Média qui est très réussie. Ça marche super bien. De ce que j'en ai vu, il a fait un peu de tout dedans. Il a utilisé plein de possibilités du Turbo Média. Il s'est vraiment fait plaisir. Alors c'est le moment où on s'attrape tous les deux par la main et qu'on fait sortir le cœur qui sort de notre poitrine. C'est ça ? Donnez-moi un bisou. Voilà. Oh, putain. Là, il y a Thio qui est en train de vouloir se suicider. Mais bon. Je veux être un bisounours. Allez, gros câlin, je suis d'accord avec toi. Voilà. Allez, gros câlin. On fait sortir le cœur. On veut gros câlin, si tu veux. Allez, gros câlin. Bon, ouais, c'est un coup de cœur. Vous l'aurez compris, pas trop de suspense d'ailleurs, je crois. Vous aurez entendu Shangri-La de Mathieu Bablé chez Ankama au label 619. Moi, je trouve ça un petit peu dommage, voire minable finalement, que nos tipeurs ne nous l'aient pas proposé. Ouais, mais c'était déjà une vieillerie en fait. Ouais. C'était déjà une vieillerie. Ouais. Voilà. Ouais.
Ouais, on va dire ça. Eh oui, ça va vite la BD, ça va vite, monsieur. Moi, j'attends juste maintenant de m'offrir Adrasté, qui est le truc qu'il a sorti avant. Et que bon, quand même, quoi. Société de consommation. Ouais. Express. Qui va être très express pour le coup. Nous allons parler de Planète Gaspard, le tome 2, Yes. par Becca et Domas. C'est qui Domas? Un vague type qu'on a rencontré il y a pas longtemps, là, hein, d'ailleurs. Ah, c'est un barbu, je crois encore. Tu sais que tu l'as interviewé pour la 27e fois. Voilà. Tout de suite. Pour rappel, Gaspard est un petit garçon qui est tout le temps dans les nuages, enfin dans la lune, pour être exact, et qui, Il a une grosse tête en plus. il suit pas vraiment ce qui se passe dans la vie et il est tout le temps en train de rêver. Donc ce sont des histoires courtes, beaucoup de gags en une planche dans le premier tome. Là, on a des histoires un peu plus longues qui font quelques planches où on voit Gaspard qui continue à évoluer avec du gag et aussi une petite avancée. C'est-à-dire que il y a une jeune fille qui est amoureuse de Gaspard. Et Gaspard, il est un peu dans la lune, il remarque pas tout de suite. Puis au bout d'un moment, il remarque. Enfin voilà. Et on suit un peu cette avancée. C'est une BD mignonne, pleine de rêveries. C'est pas exceptionnel, mais je pense que c'est une bonne BD jeunesse. Si pour un plus jeune, vous savez pas quoi offrir, je pense que ça fait l'affaire parce que vous êtes sûr que il y aura rien qui sortira du cadre réservé aux enfants. Et je trouve qu'il y a une petite poésie, une petite poésie sympathique qui fait que ça se lit très très bien, même si je suis un peu trop vieux et cynique pour l'apprécier pleinement. Oh la vache. Ouais. Thio, Non, mais moi j'ai passé je passe un très bon moment. J'ai déjà beaucoup aimé le tome 1. J'ai beaucoup aimé le tome 2 aussi. Non, voilà, c'est une très bonne série jeunesse. Voilà, mais toi t'es pas vieux et cynique. C'est pour ça. C'est pour ça que je suis plus vieux que toi en fait. Je te remercie. Mais non, toi t'as su rester jeune dans ton cœur. Gros câlin. Gros câlin. Gros câlin. Gros Moi, je ne dirais qu'un seul mot. Mignon. Voilà. Oui, c'est mignon. Donc voilà, le tome 2 qui, quand même, je trouve même mieux que le tome 1. Voilà. Du coup, les histoires un peu plus longues qui durent sur plusieurs pages, c'est quand même très sympa. Ouais, c'est plutôt très cool. Voilà. C'est fini. Waouh. Et en plus, il y a une licorne. Si on arrive à finir cette émission vite fait, elle fera moins d'1 heure, c'est un truc de fou. C'est ça. Il faut vite dire au revoir, de laisser des commentaires sur La Voix des Bulles, que peut-être le Dr Tizak lira un jour. C'est prévu, je suis en cours. Je suis en cours de rattrapage. J'ai 2 ans à rattraper. Là, je suis en cours. Mais là, en ce moment, j'ai un petit contretemps. Mais sinon, j'avais attaqué. N'hésitez pas, si vous souhaitez participer à la BD des tipeurs, à devenir tipeur. Même si c'est pas pour proposer, mais en tout cas pour choisir la BD que l'on va chroniquer. Ouais. Chaque euro nous donne un coup de main pour nous acheter du nouveau matériel, nous aider à participer à plus d'événements. Là, on va avoir besoin d'un micro supplémentaire. Ouais, ça nous aiderait. Ouais, on est sur déjà la préparation de la prochaine saison, avec peut-être une nouvelle formule. Avec des nouveautés, de nouveaux strings, tout ça. Voilà. Ouais. Donc, niveau technique, ça nous aide un peu. Vous êtes même pas obligé vous pouvez mettre un maximum à la somme que vous allez donner par mois, par exemple. Hein. Mais si vous donnez 500 euros par mois, ça nous va tout à fait. Ne vous donnez pas de limite. Vous n'êtes pas obligé non plus. Voilà. Ok, donc il est parti en sucette. Ok, enfin en tout cas, voilà. Merci beaucoup à vous. Je vous dis à bientôt. Ouais. Et puis voilà. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À très très vite.